La cible du jeu de fléchettes électronique est un œil cyclopéen, un œil sans pensée, sans émotion, mais qui, contrairement à l'œil du jeu de fléchettes ordinaire, n'est pas dénué d'une certaine lueur d'intelligence. L'intelligence de la machine, une intelligence vortex. Rendu à ce point-là de la technologie, ça ressemble moins à un jeu d'adresse qu'à un exercice destiné à l'entraînement de l'armée du cosmos. Et l'espace de quelques mètres qu'il y a entre soi et la cible s'apparente à une galaxie sans fin qu'il faut conquérir. La machine transmet des informations par sa lumière, il faut bien la regarder une fraction de seconde et tout est dit. On peut essayer de les répondre en appuyant sur ses boutons, mais son microprocesseur hyper performant et déjà bien en avance peut prédire le score de la partie après une seule fléchette lancée. Sauf qu'avec la mutation électronique du jeu de fléchettes, il y a la possibilité d'une brèche vers l'immatérialité, de voir le dard s'enfoncer dans des interstices du jeu. C'est bon de s'arrêter pour réfléchir à ce qui constitue le geste de lancer une fléchette ni trop haut ni trop bas, juste au milieu où se situe l'invisible point faible de la machine. Y avoir presque touché, ça compte pas. Pour gagner la partie, il faut frapper la bulle centrale au millimètre près avec une précision nucléaire et plus on veut l'atteindre, moins on s'en approche. Si la machine ronronne en avalant la fléchette, c'est pas pour se moquer, mais l'effet il-même, le vouloir gagner, devenu plus fort que tout dans le cerveau humain rend possible l'impossible que même la machine en est humiliée, refuse, mauvaise perdante, de jouer une autre partie. Va falloir s'y habituer, un jour ça va être les machines intelligentes qui vont prendre toutes les décisions et les fléchettes devenues toujours plus électroniques et abstraites cesseront d'être un jeu pour n'être guère plus qu'un ricanement robotique, ne signifiant rien. Pourrait être bon de se rappeler de temps en temps que les premières technologies de l'homme singe qu'on a été n'étaient pas des jouets, il s'agissait d'outils. Au début, il y avait ceux qui tapaient sur la roche mystérieusement interpellée par sa matière tellurique et magnétique, et à côté, il y avait ceux qui cherchaient des puces en se racontant leur journée. Ça avait tous et chacun de l'importance à leur manière pour la survie de l'espèce, mais ceux qui tapaient sur la roche ont fini par trouver quelque chose qui changerait l'histoire à tout jamais. À partir de ces premiers fracassements d'innovation, il n'était plus question de retourner en arrière où en sont encore rendus les chimpanzés d'aujourd'hui. Ils sont coincés à ce stade pur de la culture de l'outil où il s'agit surtout d'apprendre à casser des noix avec une branche, à la différence près que quelques chanceux qui sont au bon endroit au bon moment peuvent profiter des progrès de l'humanité pour se nourrir, même si un singe dans la ville à la recherche d'énergie risque d'en trouver beaucoup plus que ce que son corps peut supporter. Ici, durant la dernière fraction de seconde avant de mourir, le singe se souvenait avant toute chose d'avoir joué. Et malgré les époustouflantes avancées technologiques que sont nos outils modernes, le désir irrésistible de jouer prendra toujours le dessus. Lancer des haches, c'est le parfait mélange de l'outil en tant qu'objet qui sert à agir sur la matière et du jeu d'habilité comme moyen de démontrer sa capacité à la chasse et à la défense du territoire. Ça peut prendre jusqu'à plusieurs dizaines de tentatives pour retrouver en soi ce quelque chose d'ancestral qui rend le lancer de la hache si profondément naturel et quand enfin on réussit à mordiller la cible aussi peu que ce soit, c'est suffisant pour réveiller des instincts depuis longtemps enfouis dans la chaîne moléculaire de l'activité sensorimotrice. Aussi satisfaisant que ça peut être quand le tranchant de la hache s'enfonce franchement dans le bois, le jeu se joue comme aux fléchettes électroniques, faut aller au point milieu de la cible, la pensée s'accélère dans ce seul et unique but qui, une fois atteint, laisse sur la fin. Quelle prouesse il reste à accomplir après ça en lançant une hache, mis à part de l'essayer de nouveau. Le jeu semble déjà s'être épuisé de toutes ses possibilités. Le plaisir du jeu s'interrompt d'un coup sec et je retrouve ma pensée de tous les jours, celle qui cherche par tous les moyens à se distraire du présent, hantée par les murmures du passé et terrifiée par la fin des temps.